Certains lauréats du concours choisissent de travailler avec Stephen Ben Simon, un professeur de plaidoirie. L'avocat devient alors un comédien. Au contraire, c'est en intensité, c'est une quête. Laure Hennisch, la gagnante du concours, prépare le discours qu'elle va prononcer pour la rentrée solennelle du barreau de Paris. Le texte se réinvente. Comment vous expliquer le chemin qu'a pris ma main pour tellement la cogner? Oups! Comment faire comprendre une chose pareille à des gens qui ne peuvent pas savoir? Moi, je sais, je ne peux pas le dire. Mais vous, je sais que vous ne pouvez pas comprendre. Comment vous l'expliquer? Comment vous expliquer le chemin qu'a pris ma main pour tellement la cogner? Comment vous expliquer? Comment vous l'expliquer? 1, 2, 3, je n'entends pas assez. Vous me le demandez là, devant vous. N'oubliez pas votre personnage. Enfin, pour une fois dire ce que jamais ne veut dire. Pour moi, cela n'a pas de sens de faire des beaux discours si quelque chose d'important ne s'y joue pas. Donc si l'orateur ne fait pas passer quelque chose de lui-même et ne touche pas quelque chose d'important et de profond chez l'auditeur. Revivez-moi ça. Et l'électrice de Elle le classe parmi les 10 hommes les plus séduisants de son temps. De son temps. De son temps. Voilà. Les traits réguliers, la bouche à peine plissée. Ne débitez pas le texte. Un homme sera au cœur du scandale. Pas de débitage, s'il vous plaît. Un des plus jeunes ministres de la République. 33 ans, C'est qu'il a une carrière politique déjà bien remplie, à 33 ans. Remettez du désordre dans les phrases. On ne devient pas avocat simplement pour être un fonctionnaire du droit, pour être un exécutant du droit. On le devient parce qu'on se fait une certaine idée de l'homme, une certaine idée du droit, une certaine idée de la justice, et qu'on espère que toute la machinerie des procédures ne va pas l'écraser. Et il est vrai qu'en comparution immédiate, c'est une sorte de bataille de Verdun permanente, avec beaucoup de victimes tous les jours, des coupables, bien sûr, mais des coupables qui, à leur tour, vont être victimes de sanctions souvent inadéquates et bâclées. Et il faut bien que quelqu'un vienne maintenir le flambeau d'une vraie défense autant que faire se peut. Il y a ceux qui parlent bien et qui ne disent rien. Et il y a ceux dont les mots font palpiter. Vivre, c'est tout, vivre. Ceux-là ne se gargarisent pas de leur profession d'avocat. Ils sont au plus près des êtres humains et ils trouvent leurs mots en y plongeant les mains. La conférence... Laure prononce enfin le discours sur lequel elle travaille depuis des mois, sous les yeux du garde des Sceaux, du bâtonnier et des plus hautes autorités judiciaires. Style un peu moins rampant, un peu plus individuel, un peu plus combattant de s'exprimer. Ce matin, loin des fastes du palais, un prévenu monte du dépôt vers les galeries de l'instruction. Les juges instruisent ici les dossiers criminels, trop graves pour passer en comparution immédiate. Laure va défendre cet individu. Par tradition, les secrétaires de la conférence ont le monopole pour défendre les prévenus criminels qui n'ont pas d'avocat. L'homme que va défendre Laure est un multirécidiviste, habitué des prisons. Il est malade du sida. On l'accuse d'avoir volé une voiture sous la menace d'une arme. La victime le reconnaît formellement, mais l'homme nie les faits. Il encourt 18 ans de réclusion criminelle. Quand il rencontre Laure, il sort de 48 heures de garde à vue. Ensemble, ils préparent l'entretien qu'ils vont avoir avec Evelyne Cyr-Marin, juge d'instruction chargée de l'affaire. C'est la juge qui va suivre l'enquête, qui va vous interroger aujourd'hui, si vous le souhaitez, et plus tard. Donc vous reconnaissez pas là, les faits qui vous sont reprochés. C'était pas vous. Non, c'est pas moi. D'accord. On a un gros problème, c'est que la victime, elle vous reconnaît. Ouais, mais moi j'ai un alibi. J'étais avec ma femme, il y a plusieurs personnes qui peuvent témoigner comme quoi j'étais avec eux. Et dimanche, j'ai pas bougé de la ville où j'habite. J'ai rien fait, c'est un hasard tout ça. C'est pas possible, ça peut pas être moi. Chez madame, il faut que je vous explique comment ça se passe, qu'on prenne des décisions, d'accord? Chez la juge d'instruction, vous avez 3 possibilités. Soit vous refusez de parler, et vous lui dites « je suis fatiguée », ce que tout le monde comprend, on s'explique plus tard, on étudie bien le dossier, et on voit ce qu'il faut dire. D'accord? Soit vous acceptez d'être interrogé, donc elle vous pose toutes les questions qu'elle veut, qui seront à peu près les mêmes, auxquelles vous avez dû répondre pendant la garde à vue. D'accord? Vous avez une préférence? Pour la dernière. Pour répondre aux questions? Ok.
Ça va être compliqué parce que pour l'instant, vous avez les choses vraiment contre vous. On vous retrouve avec l'arme, la victime vous reconnaît et vous avez un casier judiciaire pour des faits grosso modo similaires. Donc c'est très très compliqué. Moi, je vous conseillerais plutôt de vous taire. Elle vous réinterrogera rapidement. Aujourd'hui? Non, ah non, pas aujourd'hui. Tiens, j'irai en prison. Oui, j'ai bien peur que de toute façon, vous irez en prison. Moi, je vais m'expliquer. Vous voulez vous expliquer? Mais je comprends très bien. Je comprends très bien, d'accord. On lui dit qu'on est prêt, on y va? Ouais. Allez, on y va. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Vous acceptez d'être filmé même si on floute votre visage, hein? Bon, on va prendre votre identité. Vous êtes vendeur. Votre situation familiale, vous êtes célibataire, marié, concubinage. J'ai un enfant de 6 ans. Oui. Il habite avec sa mère? Oui. D'accord, parce que vous habitez chez votre propre mère? Oui, pour l'instant, à cause de ma maladie. Bon, oui, absolument. Oui, j'ai vu que vous étiez tout à fait malade, vous ne preniez pas de traitement. Alors, on vous reproche un vol sous la menace d'une arme. Bon, alors, vous avez 3 possibilités. Soit vous pouvez garder le silence, sachant que vous avez passé 2 jours en garde à vue et puis que vous n'êtes pas dans une santé formidable. Deuxième possibilité. Non, mais moi, je veux que vous me posiez des questions. Vous voulez qu'on échange? Oui. Bon, ben, on va faire ça, alors. Bon, vous me dites, vous pouviez pas être, à l'heure des faits, en train de commettre un braquage. Vous me dites tout ça. Essayez d'avoir des témoignages. Maintenant, moi, j'ai une arme. J'ai toujours aimé les armes. Moi, j'ai été élevé par mon grand-père, il a fait la guerre. Il connaît nettoyer son arme chez moi et j'ai toujours aimé. C'est l'arme reconnue par la victime, c'est ça qui est embêtant. Il dit qu'à l'église, après, quand il la voit au commissariat, ils disent non, oui, c'est celle-là. Bon, on va vous confronter à la victime. Moi, madame, si vous me mettez en prison aujourd'hui, c'est même pas la peine de me rappeler pour me confronter parce que je vais me foutre en l'air. Moi, je vais me pendre. Je vais me pendre. Non, mais on va faire une expertise médicale aussi. Mais si, on comprend très bien. Depuis 18 ans, je suis enfermé, j'en ai marre, moi, putain. J'ai un enfant, je ne l'ai même pas vu grandir. Il a 6 ans, je l'ai jamais vu. Quand mon fils, je le vois, il veut même pas venir avec moi. Vous trouvez ça normal? Oui, mais enfin, venir dans mes bras, il veut pas venir. Dites, mais votre casier judiciaire, c'est pas entièrement non plus de la faute des autres. Vous y êtes un peu pour quelque chose, vous êtes d'accord? Mais j'ai toujours reconnu mes faits, je les ai assumés, mes peines. Mais là, je veux pas aller en prison pour un truc que j'ai pas fait. Mais je ne vous dis pas, vous êtes coupable. Quoi, des lunettes de soleil? Non, attendez. Il y a la victime qui, quand même, vous reconnaît bien. Et puis, il y a votre ami qui dit des choses et qui dépose plainte qui vont pas du tout dans votre sens. Vous comprenez? Il y a quand même des éléments objectifs, monsieur. Mais moi, je vais vous confronter à la victime. Ça, c'est sûr. On va le faire le plus vite possible. Bon, alors, là, c'est une procédure qui va durer 18 mois. Ce soir, je vais en prison. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le juge des libertés. Le juge des libertés est un juge qui décide si, au regard du dossier et au regard aussi de l'ensemble de vous, de votre personne, de votre vie, de ce que vous faites, il faut que vous soyez en détention ou sous contrôle judiciaire. C'est lui qui décidera, c'est pas moi. Hein. Signaler en gros. Alors. Les raisons pour lesquelles vous êtes mis en examen. C'est une affaire criminelle. Ben, un vol à main armée, c'est une affaire criminelle. Enfin, vous le savez bien quand même. Alors, traitement médical. Vous prenez des médicaments pour votre maladie? J'en prends, mais je crois que je vais commencer à reprendre. Bon, voudrais reprendre un traitement. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez déjà pris des stupes, de l'alcool, des choses comme ça? Oui. De l'héroïne, de la cocaïne? Oui. L'héroïne. Un examen psychiatrique. Moi, je trouve que c'est très urgent aussi parce que vous n'allez pas fort. Hein. Bon, on se revoit le 17 juillet. D'accord. Au revoir, monsieur. Au revoir. J'ai essayé d'influencer, il me semble que c'est trop tôt, si vous voulez. Il est dans la panique, il se dit qu'il va partir en détention, il pense que la seule stratégie, et il a peut-être raison, il y avait a priori aucune chance aujourd'hui de pouvoir sortir. Aucune chance en s'expliquant et aucune chance sans s'expliquer. Dans ces conditions, je pense qu'il vaut mieux ne pas dire de bêtises et ne pas s'expliquer. C'est très frustrant pour quelqu'un qui va partir en détention de partir sans rien dire. Donc il a préféré parler. S'il vous plaît, bonjour monsieur, on va vous installer. J'indique simplement que vous êtes présenté devant moi par le juge de la liberté de la détention enverra le prévenu en prison. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Très bien, donc on va couper les micros et la caméra et on va... Selon la loi, il pourrait y rester jusqu'à 18 mois avant son procès.
Pour les juges, chaque décision est lourde de conséquences. On est en permanence, quand on est juge d'instruction, en train de, devant plusieurs hypothèses, en choisir une. C'est pour ça que c'est très difficile après, une fois que l'instruction a été terminée, que les choses sont jugées, c'est très difficile de dire « oui, mais le juge, il aurait dû faire ça ». Parce que c'est un petit peu, vous savez, comme, je ne sais pas, un scientifique qui prend plusieurs hypothèses. Bon, ben, si c'est un excellent savant, si c'est Pasteur, il va choisir la bonne hypothèse avec le virus de la rage. Si c'est quelqu'un de normal, ben, il va peut-être choisir la mauvaise. Mais bon, voilà, on est en permanence en train de choisir entre plusieurs hypothèses. Que ce soit au niveau de la mise en examen, donc peut-être il est vraiment innocent, cet homme-là. Parce qu'il pleure beaucoup, il a l'air sincère quand il dit qu'il est innocent, mais en même temps, ça ne se tient pas beaucoup. Mais peut-être que c'est une affreuse erreur judiciaire, là, qu'on est en train de commettre et qu'il est vraiment innocent. Et la deuxième prise de risque, c'est peut-être il est coupable, mais que si on ne le met pas en détention provisoire, il ne se sauvera pas. Et que ça valait peut-être le coup de lui donner une dernière chance. Donc voilà, on est toujours en train de prendre des risques, quoi. Alexandre Braun. Ce soir, l'ambiance sera plus festive pour la Berryer, une séance de discours loufoque juste pour le plaisir. Les secrétaires l'organisent une fois par mois en présence d'une personnalité, cette fois David Pujadas. Qu'est-ce que tu crois? Ça, c'est les maillons alors. Tu n'es qu'un maillon de la chaîne, tu n'es qu'un moment de la vie. Loin du quotidien de la justice et des malheurs du monde, ces joutes oratoires sont pour les avocats de véritables défouloirs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu l'esprit. Un peu bizutage. Je connais vaguement le palais de justice pour y être venu quelques fois comme journaliste. Mais là, de nuit, j'avoue que c'est assez étrange. Et puis, quant au déroulement de la conférence, ça reste encore un peu flou pour moi. Donc, je ne sais pas trop à quelle sauce je vais être mangé. Voilà. Patrick Bruel, Nicolas Sarkozy, Claude Nougaro ou encore Salvador Dali ont participé à faire de cette séance un rendez-vous unique de la nuit parisienne où rire et larmes sont garantis. Tout orateur, avocat ou non, peut tester son talent devant les secrétaires. Les règles sont simples. 2 candidats prononcent un discours ayant un rapport avec l'invité. Pour David Pujadas, les nouvelles sont-elles bonnes? À gauche, Pierre Benoît Pabot du Châtelard. À droite, Nicolas Rascot. Ces héros d'un soir seront dans quelques minutes cloués au pilori par les secrétaires. Et c'est cela que le public attend. C'est vraiment un exercice très très difficile, celui du candidat. C'est ce qu'on expliquait aussi à David Pujadas, c'est que la salle, par définition, est plutôt pro-secrétaire et anti-candidat. Donc le candidat se bat déjà pour avoir la salle avec lui. Il prépare sans doute le discours dans les mêmes conditions que nous, hein, c'est-à-dire qu'il ne les prépare pas 15 jours à l'avance. Et la salle, dès qu'elle va pouvoir saisir une occasion ou de le siffler ou de le mettre en difficulté, elle le fera. Alors que le secrétaire, dès que la salle pourra l'applaudir ou l'encourager, elle le fera. Donc je pense que c'est vraiment un exercice difficile et les candidats qui se présentent, c'est des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration. David Pujadas, au nom du peuple de Berryer, je me dois d'abord de vous remercier d'avoir accepté notre invitation, d'autant plus chaleureusement que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé. Vous travaillez au bas mot 1 demi-heure par jour, 4 jours par semaine, ce qui vous fait tout de même 2 grosses heures de travail hebdomadaire, ce qui dans le service public est beaucoup. À la conférence, nous avons notre propre accro au travail en la personne de Delphine Jaffard, notre 7e secrétaire. Delphine, comme à l'accoutumée, nous sommes suspendus à tes lèvres. Delphine dresse le portrait de David Pujadas sous le regard incrédule de ses parents. Bienvenue, oui, bienvenue dans mon émission, votre émission. Ce soir, c'est que du bonheur. Je vous demande d'accueillir sous des milliards d'applaudissements Bernardo Pujadas. Alors, Bernardo, on va tout de suite rentrer dans votre intimité.
Vous vivez une enfance très heureuse entre les tortillas de maman et les churros achetés par papa le dimanche. Mais très vite, vous allez prendre conscience de votre drame. Alors que les autres grandissent, vous non. Et vous devenez petit à petit le simplet Bernardo de tous ces autres Don Diego, grands, beaux et forts. Quand cette différence physique vous deviendra si insupportable que vous décidez de changer de prénom. Et vous prenez le prénom de David. Oui, David comme une victoire sur Goliath, et c'est là tout un symbole pour vous. On a souvent dit de vous, Bernardo, que vous étiez un torero de l'information. Ça, c'est vous, Bernardo Pujadas, c'est votre marque, c'est là tout votre art. Un style clair, précis, net et tranché. Bravo, sincèrement, tout est vrai. Je ne sais pas comment tu as trouvé Bernardo, c'est un secret très bien gardé, mes parents sont là, eux-mêmes n'étaient pas au courant. Vient ensuite le temps d'écouter les deux orateurs kamikazes. Monsieur Pabot du Châtelard, soyez le bienvenu. Votre nom, Pabot du Châtelard, me rappelle immanquablement un trotteur sur lequel j'avais parié il y a quelques années. J'avais joué, j'avais gagné. J'ignore si ce cheval est un membre de votre famille, mais si tel est le cas, embrassez-le bien pour moi. Pour l'heure, Monsieur Pabot du Châtelard, vous avez choisi de répondre par l'affirmative au deuxième sujet. Les nouvelles sont-elles bonnes? Monsieur Pabot du Châtelard, nous vous écoutons. Les nouvelles, en effet, sont toujours bonnes. Que de bonnes nouvelles d'être ici, en votre compagnie. Les nouvelles sont bonnes, d'ailleurs, même quand il n'y a pas de nouvelles, elles sont bonnes. À ceci, 3 raisons que je vais expliquer de manière très synthétique. En effet, à la source de chaque règle de droit, existe un conflit d'intérêts entre 2 positions conflictuelles. Et la règle de droit impersonnelle va Le premier candidat commence à lasser le public qui réclame le lynchage. Le lynchage commence! Les secrétaires vont pouvoir se lâcher. Alors, je me suis demandé un instant si tu étais courageux, puisque tu t'es présenté à ce qu'on considère comme un exercice d'éloquence. Imagine si moi, je me présentais comme mannequin dans un concours de coiffeurs. Tu considérerais que c'est du courage ou une forme de bêtise? Vous me pardonnerez cet éclair de franchise. Moi, contrairement à mon ami, je suis convaincu personnellement que dans votre famille, le bourrin, c'est vous. Le carnage et les critiques du premier discours laissent peu d'espoir au deuxième orateur avant d'affronter la salle. Nicolas Rasco, vous avez choisi de traiter par l'affirmative le sujet « Les nouvelles sont-elles bonnes ?» Bon courage, Nicolas, nous vous écoutons. Et oui, peuple de Berrier! Oui, sois heureux, car ce soir est un grand soir. David, tu es pour moi le plus grand présentateur de journal télévisé du monde. Il faut savoir que t'as changé ma vie. Oui, parce qu'avant toi, c'était chiant. Déjà, je comprenais pas. Et grâce à toi, c'est plus clair. Ah, tu te mets à mon niveau, enfin, je veux dire, j'aime ça. Et oui, tu m'as permis de constater que les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. Le lynchage commence! Nicolas Rasco, lui non plus, n'a pas réussi à convaincre l'auditoire. Et l'oubli, c'est juste que tu as dit beaucoup de compliments, qui sont tous exacts. Tu as dit que j'étais un journaliste exigeant, c'est vrai. Compétent, c'est vrai. Tu as oublié patient. Tout à l'heure, s'agissant de Pierre Benoît, c'est ça, hein, Pierre Benoît. On avait bien compris que ça lui venait d'un viol dans l'enfance. Hein. Ils étaient combien pour toi? C'est moche, hein. Ouais. Tu veux, je sais que ça vous fait tous beaucoup de mal, mais il faut penser à lui. Tu veux encore un peu parler? À la fois, je plaisantais, hein.
Alors, réussir à réunir sur un seul homme Parkinson, Gilles de la Tourette et un petit fond de trisomie 21 quand même. Hein. Il faut pas se leurrer. C'était quand même des barbares. Hein. Tu vois, tu aurais gardé... Il y avait deux choses qui étaient très bien dans ton texte. C'est quand tu es rentré, tu as commencé, tu as dit bonsoir. Et après, à la fin, tu as dit merci. Donc, moi, j'aurais conservé ces deux parties. Puis comme ça, tu aurais simplifié un peu ton texte et c'eût été bien meilleur pour tout le monde. Note-le. Tu es resté à fleur de la médiocrité en réussissant quand même à l'atteindre bien profondément à certains moments. La conférence Berryer ce soir, c'était un peu 30 millions d'amis. À ma gauche, le bourrin, à ma droite, le blaireau. Moi, je vous dis tout de suite, si les miracles de la génétique le permettent dans un futur proche et que vous arrivez à faire un petit, j'en veux un. Seulement voilà, monsieur Rasco, à la barre comme à la scène, le travail c'est essentiel, le trac ça peut être bon, mais le talent c'est quand même pas interdit.